Bonsoir, bienvenue à Découverte. Un des phénomènes les plus impressionnants de la nature sauvage est la migration des oiseaux. Certaines espèces parcourent d'énormes distances, de la pointe de l'Amérique du Sud jusqu'à très haut dans l'Arctique. Qu'est-ce qui les pousse à fournir de si grands efforts? Joël Betty, un biologiste de l'Université du Québec à Rimouski, a trouvé la réponse. Sa recherche a été publiée dernièrement dans la prestigieuse revue Science et il vient d'être nommé le scientifique de l'année 2010 de Radio-Canada, tel qu'annoncé tout récemment par l'équipe des Années-Lumière. Des œufs de caille. Des milliers d'œufs de caille distribués dans 1555 nids artificiels. De la baie James jusqu'au nord de l'île d'Ellesmere, une distance de 3300 km. Une recherche exceptionnelle qui a mérité à son auteur d'être choisi scientifique de l'année 2010 de Radio-Canada. C'est qu'on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas vérifié, là, mais... Il s'appelle Joël Betty. Mais à ce moment-là, c'est ça, j'imagine. À 37 ans, c'est déjà un vétéran du Grand Nord. Lui et son équipe viennent de répondre à une question que se posent les biologistes depuis des décennies. Pourquoi certains oiseaux de rivage parcourent-ils de grandes distances pour nicher si haut dans le Grand Nord? Comme ce bécasseau à croupion blanc. Il va partir donc de la pointe de l'Amérique du Sud et il va se transporter jusque dans le haut Arctique canadien. On parle de presque 15 000 km pour un petit oiseau qui pèse à peine quelques dizaines de grammes. Donc, quels sont les coûts pour un oiseau comme ça qui parcourt plusieurs dizaines de milliers, des 15 000 km? Bien, d'une part, évidemment, on pense tout de suite à l'énergie, hein, l'énergie que ça prend pour faire fonctionner toute cette belle machine et faire voler cet oiseau-là sur plusieurs milliers de kilomètres. Bien, il y a une dépense énergétique qui est quand même considérable. Ensuite, durant cette migration-là, évidemment, l'oiseau peut rencontrer toutes sortes d'espèces de prédateurs durant cette migration-là. Donc, un faucon pèlerin, une buse. Donc, il est soumis comme ça à des risques associés à la prédation durant cette longue migration. Bécasseau à croupion blanc. Bécasseau de Baird. Pluvier bronzé. Pluvier argenté. Bécasseau à poitrine cendrée. Chaque année, plus de 25 espèces d'oiseaux de rivage font la navette entre le sud et le nord. Il doit bien y avoir des raisons pour expliquer une telle dépense d'énergie. En termes de bénéfices, bon, certaines personnes avaient mentionné, évidemment, qu'il y a 24 heures de lumière dans l'Arctique canadien. Donc, les oiseaux peuvent s'alimenter sur une plus longue période de temps. Par contre, 24 heures de lumière, on peut l'obtenir déjà dans le bas Arctique. Pas nécessaire d'aller aussi loin que le haut Arctique pour trouver une belle journée de 24 heures de lumière en plein été. Il semble aussi que sous ces hautes latitudes, il y ait moins de parasites et de microbes susceptibles de s'attaquer aux oiseaux. Mais quand on met ça dans la balance, il me semble qu'il manque encore quelque chose. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des avantages à aller dans le Grand Nord puisqu'il y aurait peut-être moins de prédateurs quand on se rapproche des pôles? Est-ce que ça pourrait favoriser la reproduction dans le haut Arctique, donc en limitant les risques de prédation sur les oiseaux et sur les nids des oiseaux? Ce que j'ai utilisé pour faire les modèles. L'hypothèse de la prédation, les chercheurs y pensent depuis longtemps. Mais encore leur fallait-il trouver une manière de la vérifier sur le terrain. Joël Betty et la doctorante Laura McKinnon y sont parvenus. Et l'astuce dans notre cas, c'est de fabriquer nous-mêmes les nids. En fait, on veut utiliser des nids artificiels. On va bâtir un nid nous-mêmes. Donc, nous allons nous-mêmes décider de la date à laquelle on va le déposer, du nombre d'œufs qu'on va placer dans le nid, de la densité des nids qu'on va utiliser. Et comme ça, on va utiliser une mesure un peu standardisée, contrôlée, où on va pouvoir comparer les risques de prédation à différents endroits. Et dans ce cas-ci, bien, c'était le long d'un gradient nord-sud dans l'Arctique canadien. Un gradient qui s'étire sur 3300 km, l'équivalent de la distance entre Montréal et Miami. Le long de ce gradient, 7 sites d'études. Et à Kimiski, ici, donc, est le point le plus au sud, qui est au 53e degré nord. Donc, c'était le site le plus au sud où on a réalisé nos expériences avec les nids artificiels. Et ensuite, donc, chacun des sites, on s'en va à Churchill, Coates, l'île de Coates, l'île Southampton, l'île du Prince-Charles, finalement l'île Below, et jusqu'à la pointe de l'île de Ellesmere où on a réalisé notre expérience avec les nids artificiels.
Au total, 1555 nids artificiels sont déployés à raison de plusieurs centaines par site. Heureusement, les oiseaux de rivage ne fabriquent pas des nids très élaborés. Une dépression, un peu d'herbe et le tour est joué. Ils sont donc faciles à simuler. Dans chaque nid artificiel, 4 œufs de caille qui ressemblent beaucoup aux œufs des oiseaux de rivage. Des œufs qu'il a fallu transporter 10 000 au total. Donc, nous, on doit transporter ces œufs-là sur plusieurs milliers de kilomètres. Et là, il y a toutes sortes d'embûches, évidemment, qui se présentent. D'une part, on doit, dans plusieurs cas, transporter ces œufs-là, même sur notre épaule. On amène les œufs à l'aéroport. Et là, on essaie de convaincre les agents de sécurité que ça ne cause aucun problème. On essaie de leur expliquer qu'on veut réaliser une expérience dans l'Arctique canadien. On nous trouve un petit peu fous. Puis, Joël Betty et son équipe visitent chaque nid plusieurs fois dans les jours et les semaines qui suivent pour voir si les prédateurs comme les renards arctiques, les labs et les corbeaux l'ont détruit ou non. Cette expérience s'est répétée sur une période de 4 ans, de 2005 à 2008. Certaines années, par exemple, les taux de prédation peuvent être très élevés, d'autres années, le taux de prédation plus faible. Très souvent, c'est en lien, ça, avec les cycles d'abondance de lemmings. Les lemmings sont des petits rongeurs qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Et certaines années, quand les lemmings sont peu abondants, on retrouve une prédation qui est très forte sur les oiseaux, puisque là, les prédateurs cherchent quelque chose à manger. Pendant des mois, Joël Betty analyse les données. Quand les résultats tombent, il confirme l'intuition des scientifiques. Le magazine Science fait de cette recherche l'un de ses articles de fond. Le risque de prédation des nids artificiels, donc le risque de mortalité des œufs, va diminuer au fur et à mesure qu'on se rapproche du pôle Nord, à mesure qu'on se rapproche du haut Arctique. En fait, à l'île de Kemiski, généralement, en l'espace d'à peine 2 jours, tous les nids étaient détruits, étaient trouvés et détruits par les prédateurs. Dans le haut Arctique, après une période d'à peu près une dizaine de jours, 80 des nids sont toujours vivants et les œufs sont intacts. La vocation de chercheur de Joël Betty lui vient de son enfance. Tout jeune, il chassait les bernaches du Canada avec son père. Il voulait savoir ce qui arrivait à cet oiseau en dehors de la saison de la chasse. Pour y parvenir, il est devenu biologiste et professeur d'université. Mais ce qu'il a appris de la chasse, qu'il pratique encore, le sert toujours bien. Quand on va à la chasse ou à travers l'activité de chasse, il y a certains sens qui sont activés, on dirait, ou notre façon de percevoir les animaux, leur déplacement, leur façon de se comporter. C'est assez unique comme contact au moment d'une activité de chasse. Et je pense qu'à travers cette expérience-là de perception ou d'observation, je pense que ça a fait de moi un scientifique qui a un œil un petit peu plus aiguisé, je dirais, pour déceler certaines différences ou certaines différences comportementales, par exemple. Ce contact avec les animaux est au cœur de sa passion pour la nature. Effectivement. Donc, la bernache du Canada, c'est un animal avec lequel on peut plus facilement communiquer. On peut échanger avec les oiseaux pour ensuite simuler en quelque sorte des oiseaux qui sont au sol et créer ce contact très étroit, une interaction très étroite. Et évidemment, parmi les outils qu'on utilise pour créer ce contact très étroit, bien, entre autres, les appos. OK? On est prêt, on regarde en bas. 1, 2, 3, on y va! Cette passion pour la nature, Joël Betty la partage avec sa famille, qui ne rate jamais une occasion d'aller jouer dehors. C'est sûr que ce contact-là avec l'environnement, contact avec la nature, contact avec la faune sauvage, interaction de proximité, pour moi, c'est un besoin fondamental. Et quand je pense, entre autres, à mes voyages dans le Grand Nord, mes expéditions dans le Nord, à quel point, pour moi, c'est énergisant, c'est ressourçant, ça nous aide à se rééquilibrer, en quelque sorte. Donc, pour moi, c'est une valeur inestimable. Voilà pourquoi Joël Betty est inquiet devant les bouleversements qui transforment l'Arctique à l'heure actuelle.
Dans un contexte de changement climatique, on s'attend à ce que les espèces migrent davantage vers le nord, et les prédateurs y compris. Et à ce moment-là, bien, si la diversité, l'activité des prédateurs augmente vers le pôle Nord, bien évidemment, ça veut dire que le refuge que les oiseaux utilisent, que les oiseaux migrateurs utilisent actuellement, devient un petit peu moins intéressant pour eux. Déjà, 80 des espèces d'oiseaux de rivage dans le Grand Nord sont en déclin. Qu'adviendra-t-il si l'Arctique n'est plus le sanctuaire contre la prédation qu'il est depuis des millénaires? Les oiseaux de rivage prendront-ils le chemin d'un musée?